Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent le thème du bien et du mal. Bernard explique que le livre qu'il canalise est intéressant car il permet de transmettre des idées et concepts qui n'ont pas encore été explorés par la conscience humaine. Il ajoute que le livre se propagera par lui-même et qu'il ne souhaite pas donner des conférences à travers le monde, préférant se consacrer à son travail au Québec. François demande alors comment il compte faire. Connaître son livre et Bernard répond que cela se fera naturellement grâce à la puissance et à la dynamique du livre lui-même. Il expliquera ses idées à ceux qui sont suffisamment sensibles et intéressés mais ne souhaitent pas se battre pour promouvoir son livre. Bernard précise qu'il n'écrit pas pour les personnes qui sont bornées à leur conscience égocentrique, mais pour ceux qui sont ouverts et prêts à évoluer. Ensuite, François revient au sujet principal de la discussion, à savoir la division entre le bien et le mal. Il mentionne une citation d'un philosophe sur la victoire du mal et interroge Bernard sur cette idée. Bernard trouve cette réflexion très intelligente et intéressante. La personne qui a écrit ce texte est Bernard de Montréal, Boulevard M. Dans ce texte, BDM explique que les personnes qui sont considérées comme de bien ont souvent trop d'énergie positive et manquent d'intelligence pour équilibrer cette énergie avec l'énergie négative. Ce sont souvent ces personnes de bien qui souffrent des personnes malveillantes. BDM affirme que pour trouver l'équilibre, il est nécessaire de développer une intelligence suffisamment forte et créative pour contrer le mal. Il met en garde contre le découragement et la réaction négative qui peut mener à commettre des actes antisociaux. Il souligne également que les personnes de bien peuvent être facilement trompées et exploitées par les personnes malveillantes. BDM propose donc une nouvelle forme d'intelligence, créative et libre de jugements moraux, qui permettrait à l'homme de se protéger et de trouver un équilibre entre le bien et le mal. Selon l'auteur, les êtres humains sont souvent pris au piège de la polarité entre le bien et le mal. Cependant, il affirme que l'esprit et la lumière sont au-dessus de cette dualité. La polarité du bien et du mal est une expérience de l'âme et non de l'esprit, ce qui limite la conscience humaine. Les personnes sont influencées par cette dualité et sont soit régies par les lois du bien, par celles du mal. Cependant, pour parvenir à une conscience intégrale, il faut dépasser la polarité du bien et du mal. L'auteur souligne également que la paix ne peut pas naître de la domination, car ce sont deux aspects opposés de l'âme. Les gouvernements qui cherchent à dominer et à maintenir la paix sont prisonniers de cette dualité. Pour atteindre une paix réelle, un contact avec des intelligences extérieures sera nécessaire et cela entraînera un changement des mentalités politiques. Les forces du bien et du mal seront forcées de reconnaître l'existence d'autres gouvernements, intelligences et sciences au-delà de l'humanité actuelle. En attendant, l'auteur explique que les êtres humains vivent les vibrations du bien ou du mal sans vraiment comprendre pourquoi. Ils ont des justifications subjectives, mais aucune raison objective. Ainsi, pour se libérer de cette polarité, il est nécessaire de dépasser les programmations et de développer une conscience plus élevée. Dans cet extrait, l'auteur affirme que les personnes qui font le mal font partie intégrante de l'expérience humaine et que leur contribution est tout aussi nécessaire que celles qui font le bien. Selon lui, Hitler, par exemple, a joué un rôle karmique important sur la planète, tout comme Mère Teresa a contribué à l'évolution spirituelle. Cependant, il souligne que l'humanité doit dépasser cette polarité entre le bien et le mal pour véritablement comprendre le mal. L'auteur explique que la science d'aujourd'hui, bien qu'aimée par ceux qui y travaillent, peut avoir des conséquences dangereuses lorsqu'elle est utilisée dans des domaines politiques et économiques. De même, certaines actions considérées comme bonnes peuvent devenir nuisibles à long terme, comme le cas des unions qui, bien qu'ayant été nécessaires dans le passé pour protéger les droits des travailleurs, peuvent aujourd'hui entraver l'autonomie économique des nations. L'auteur souligne la nécessité d'un équilibre entre le bien et le mal, et la capacité des dirigeants à agir avec autonomie pour déterminer ce qui est socialement bénéfique ou préjudiciable. En somme, il soutient que le bien et le mal sont des aspects inextricablement liés de l'expérience humaine et qu'il est crucial de comprendre et de manier leur dynamique de manière intelligente. Dans cet extrait, les interlocuteurs discutent du pouvoir et des choix entre le bien et le mal. Il mentionne Reagan comme exemple de président qui a réussi à trouver un équilibre entre les deux. Il souligne également l'absence d'un ministère de la paix dans les pays, et l'existence d'un ministère de la défense, ce qui témoigne de l'emprise de la peur sur nos sociétés. Ils évoquent aussi l'existence d'un bureau de l'occultisme en Allemagne nazie, soulignant le lien entre l'occultisme et le mal. Ils affirment que travailler avec les forces du mal ou du bien fait partie de la programmation de l'âme, et que l'homme doit être capable d'intelligence pour savoir
comment utiliser ses forces. Il conclut en disant qu'il est illusoire de vouloir combattre le mal avec le bien, et qu'il est parfois nécessaire d'opposer le mal au mal pour le combattre efficacement. Lors d'une discussion sur le bien et le mal, les intervenants se questionnent sur le fait d'associer ces deux polarités opposées. Ils soulèvent le risque de perdre la distinction entre le vrai et le faux si l'on mélange le bien et le mal dans une double polarité yin et yang. L'un des intervenants explique que le bien peut devenir le mal à long terme si on ne le rend pas intelligent. Par exemple, il mentionne que l'alliance entre le bien et l'homme, c'est-à-dire le développement de la moralité, a enlevé à l'homme sa volonté. Il rappelle que faire la volonté du Père, dans le cadre judéo-chrétien, ne signifie pas faire notre propre volonté, mais suivre celle de Dieu. Cependant, selon cet intervenant, durant l'involution, le concept de faire la volonté du Père n'a pas été compris pleinement. Elle explique que cela était expliqué par une perception spirituelle et mystique plutôt que par la conscience mentale supérieure. Par conséquent, l'homme a souvent vécu le bien de manière émotive et sentimentale, sans intelligence. Il affirme qu'à mesure que l'homme passe de l'involution à l'évolution, il doit acquérir une intelligence plus élevée pour transcender la polarité du bien et du mal et accéder à un amour universel équilibrant la volonté et l'intelligence créatrice. Si l'homme reste incapable de sortir de cette polarité, il se retrouve piégé par les vertus du bien et devient victime des conséquences de son manque d'intelligence. Il conclut que la domination du mal sur Terre est une particularité locale, mais que dans l'univers, le mal continue d'exister. Il souligne également l'existence d'entités malveillantes sur les plans astraux qui désorganisent et empêchent l'évolution. Finalement, ils insistent sur l'importance de prendre conscience du monde astral et de ses intelligences incorporelles qui travaillent avec l'homme, afin de réaliser l'influence qu'elles ont pu avoir durant l'involution. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que l'âme de l'homme a perdu sa conscience et a cessé d'évoluer lorsque le contact avec l'esprit a été rompu. En conséquence, l'homme n'a plus la faculté de communiquer avec sa source et vit désormais en se référant à la mémoire et aux émotions. Il souligne que l'âme utilise les émotions dans le mental pour perfectionner son rapport avec l'homme, mais cet perfectionnement a conduit à une ignorance totale de l'homme. Ainsi, l'homme vit dans l'âme et a perdu son intelligence. Dans cet extrait, le conférencier parle de l'âme et de son impact sur les individus. Il affirme que l'âme peut devenir une entité nuisible si elle n'est pas nucléarisée, c'est-à-dire si les mémoires et les émotions passées ne sont pas éliminées. Il explique que l'ego résiste à cette prise de conscience, ce qui génère de la souffrance. Il souligne également que les maladies physiques peuvent être causées par des déséquilibres de l'âme, tels que le manque de soutien financier ou affectif. Il estime que le travail des médecins et des psychologues devrait inclure une prise en compte de l'âme, mais reconnaît que cela fait partie de l'évolution de la science et de la psychologie. Enfin, il affirme que même si la suggestion et l'interprétation peuvent jouer un rôle dans les consultations avec des clairvoyants ou des diseurs de bonne aventure, l'important est le bien-être de la personne qui en résulte. Dans ce texte, l'auteur parle des médiums et de leur capacité à entrer en contact avec une autre dimension de réalité. Il souligne que certaines personnes qui possèdent cette sensibilité sont également intelligentes et ne cherchent pas à abuser de leur pouvoir. Il mentionne cependant qu'il est important de ne pas suivre aveuglément les prédictions des médiums, car ils peuvent avoir du mal à comprendre eux-mêmes ce qu'ils transmettent. Il suggère également que les médiums peuvent servir de guide aux chefs d'État, en les aidant à comprendre les subtilités de la politique. Cependant, il insiste sur l'importance de ne pas perdre son autonomie et de ne pas se laisser influencer par les médiums. Il raconte son expérience avec une médium à qui il a expliqué qu'elle devait se détacher des énergies des autres personnes pour éviter de s'épuiser. Il conclut en disant qu'il est intéressant de rencontrer des gens comme elle, mais qu'il faut être suffisamment intelligent pour comprendre et interpréter leurs messages de manière autonome. L'échange entre les deux interlocuteurs tourne autour de la question du bien et du mal. Le médium affirme que les voyantes ont recours à des formes astrales pour prédire l'avenir, mais l'animateur exprime sa méfiance envers la suggestion et la nécessité de faire la distinction entre le bien et le mal. Selon lui, il est préférable de les considérer comme deux entités distinctes plutôt que de les réunir. Le médium soutient quant à lui que le bien et le mal font partie d'une même réalité, mais que l'instinct de survie permet de les différencier. L'animateur conclut en disant que chacun doit faire sa propre analyse et prendre position dans le débat du bien et du mal. Il note également que souvent, nous justifions notre mal par des excuses valables. Le médium suggère qu'à un certain stade de développement, l'humanité comprendra l'illusion et la réalité du bien et du mal,
et trouvera un équilibre entre les deux. La conversation se conclut sur une note humoristique.